Bonjour à tous, je vais commencer par introduire donc ce panel 6 qu'on a appelé, c'était un peu difficile, era un poco difícil para encontrar un nombre, pero lo llamamos Frentes Emergentes de la Ecología Política Latinoamericana. De l'écologie politique latino-américaine. On va avoir plusieurs présentations qui vont dans plusieurs directions différentes, mais qui proposent une vision un peu florès du champ de l'écologie politique latino-américaine. Donc, ce champ-là part dans plusieurs directions différentes, ce qui ouvre certaines perspectives pour le futur de l'écologie politique latino-américaine. Nous commençons ce panel avec la présentation de Malcolm Ferdinand, auteur du livre L'écologie décoloniale, qui est paru en 2019 au Seuil, dans l'édition du Seuil. Donc, l'écologie décoloniale, penser l'écologie à partir du monde caribéen. Le monde caribéen qui manquait un peu dans nos discussions précédentes. Malcolm Ferdinand a reçu une formation d'ingénieur, mais il a un doctorat en sciences politiques et il travaille aujourd'hui à l'université de Dauphine, au Centre national de recherche scientifique, au CNRS, et spécialiste de l'Atlantique noir, ce qu'on appelle l'Atlantique noir. Il vient de la philosophie politique et pose la question de ces nouvelles écologies émergentes, ces écologies décoloniales. Il a aussi travaillé en grande partie sur le chlordécone, donc dans les plantations de bananes dans les Antilles. Voilà. Bienvenue Malcolm Ferdinand. Tu peux commencer. Voy a traducir al español. Bonjour tout le monde. Buenos días, buenas tardes a todos. Je tiens d'abord à m'excuser de présenter en français. Quiero presentarles mis disculpas en cuanto a mi presentación en francés. Pour nos collègues. Je tiens à remercier toute l'équipe du colloque. Quiero darle las gracias al equipo que organizó el coloquio y por la invitación que me dieron. Claro que es difícil organizar un coloquio en estas condiciones, en las condiciones actuales. También quiero pedirle disculpas a los colegas siguientes porque tengo una reunión a las 5:30, entonces no voy a poder intercambiar con ellos como lo hubiera querido. Espero que tendremos otras ocasiones para conocernos. Voy a hablar unos 15 minutos para presentar unas cuantas ideas de mi libro. He preparado una pequeña presentación en PowerPoint. Deberían verla en su pantalla. ¿Todos ven mi presentación? Bueno. No les voy a hablar de mis estudios ni de mis trabajos, pero mi trabajo parte de la posición de lo que yo les llamo estar en la mitad de la tormenta, es decir, estar en el centro de la tormenta, situarse desde el espacio del Caribe. Yo vengo de la isla de la Martinique y es desde ese espacio de tormentas ambientales y políticas e históricas que pienso el mundo y la Tierra. Aquí tienen una frase de Aimé Césaire en una reescritura de Shakespeare que no me voy a atrever a traducir acá porque no puedo traducir a Césaire.
Yo lo que propongo hoy es ir hasta el centro de la tormenta. Mi presentación va a dividirse en 4 momentos. Por una parte, el contexto desde el cual hablamos hoy en día. Y los 3 momentos siguientes son 3 propuestas centrales de mi libro. Primero, la doble fractura colonial y ambiental de la modernidad. Segundo momento, pensar desde el bote de esclavos de la modernidad y terminando pues proyectándonos hacia una ecología decolonial. Toca tomar nota del momento en que estamos. Estamos en una pandemia que claro que no toca a todos de la misma manera. Las poblaciones marginalizadas, racializadas, ¿cómo se dice? Son más vulnerables a la pandemia. Quisiera subrayar los 4 elementos siguientes que tienen su impacto en las condiciones de producción epistemológica. En Francia, en la universidad, estamos en una estructura socio-racial. Podemos ver la descomposición socio-racial de la universidad, la estratigrafía la estratificación social, socioétnica y racial en la universidad. También es necesario tomar nota que estamos en un momento en que la universidad, la producción académica, el pensamiento crítico están atacados por leyes como la ley de programación plurianual por la investigación en Francia, el PPR, la cual exige que el ejercicio académico se produzca dentro del marco de las libertades y de los valores de la República. También asistimos a un ataque en contra de ciertos campos de estudio, los gender studies, los campos de estudio de la interseccionalidad, los campos post y descoloniales. Y finalmente, la semana pasada pasó un decreto que autoriza a la policía y tomar la dirección y las informaciones de la gente, de gente que expresaría ciertas opiniones políticas. Es necesario ahora y siempre tomar nota de un racismo sistémico y simbólico que se hace sentir muy fuertemente en Francia hoy en día. Entonces, en la izquierda vemos el ataque a un productor de música que ocurrió en su estudio hace semana y media. A la derecha vemos una estatua de Jean-Baptiste Colbert delante de la Asamblea Nacional en París, sobre la cual se escribió negrofobia de Estado. También nos encontramos en un momento de denegación sistemática de la existencia del racismo y de las violencias policiales. En abril de 2019, el presidente de la República, Emmanuel Macron, dijo que en un Estado de Derecho como lo es Francia no se puede hablar de violencias policiales. En julio del 2020, nuestro actual ministro del Interior dijo que cuando escuchaba hablar de violencias policiales,
se atragantaba. Finalmente, la foto que ustedes pueden ver en la pantalla es una fotografía de un sindicato de policía y ellos están protestando las manifestaciones en contra de las violencias policiales. La pregunta es, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Estas cuestiones no son extrañas al contexto en el que nosotros pensamos la ecología política. Eso es precisamente lo que yo quise hacer en mi libro. Entonces, en este libro quise proponer un pensamiento de la ecología que aceptara un espacio, una diferencia, un desfase con la manera más clásica de pensar la ecología política. Quise hacerlo a partir de 3 propuestas. Primera, de la que voy a hablar ahora, hice la constatación de una doble fractura en la modernidad, la fractura ambiental y la fractura racial. Esa doble fractura de la modernidad, ¿qué es? Aquí tienen el ejemplo de la fractura ambiental, que ha sido vista muy fácilmente por varios antropólogos, y dicha fractura establece una jerarquía entre el hombre, la naturaleza, el hombre, los animales, las plantas, etc. Ciertos movimientos ambientalistas han querido invertir esa jerarquía de valores. Dicha jerarquía que ponía pues a los hombres en la cima de la jerarquía, mucho antes de los animales y de las plantas. Pero además, dentro de esta fractura, se ha asimilado a cierto tipo de hombres a la humanidad y el resto de la humanidad ha sido asimilada a especies animales. Este tipo de homogeneización también se ha ejercitado dentro del concepto de ambiente o de medio ambiente. Es decir, que ciertos temas, ciertos elementos tienen una posición mucho más fuerte dentro de nuestra representación del medio ambiente. Cuando se habla de ambiente, ¿de qué se habla? De sus bosques, de sus montañas, de sus parques, de sus safaris, de sus espacios glaciares, de sus ciudades, de sus campos. Cuando se habla de animales, ¿de qué tipo de animal se habla? De las ballenas, de los elefantes, del ganado que comemos, de nuestros animales domésticos. Existe todo un campo de ecología política, dicha ecología política crítica, que quiso asociar los dos, es decir, proponer una crítica social, entre otros en términos de igualdad y justicia social, de feminismo, de igualdad de género, y que quiso asociar esta visión a una exigencia de preservación de las condiciones de vida. Sin embargo, lo que yo he podido constatar a partir de mi experiencia de alguien de la Martinica en Francia,
es que en este caso constatamos la marginalización de otra fractura, es decir, la fractura colonial. Se evacúa lo que la historia colonial y esclavagista nos llevó a pensar en cuanto a la tierra y el mundo. La fractura colonial que ustedes pueden ver en la pantalla reproduce el mismo esquema que el que describí anteriormente, pero esta vez en cuanto a los movimientos decoloniales, antirracistas, postcoloniales, decoloniales, etc. Es decir, que dentro de esos movimientos, la gente en esos movimientos busca cambiar esa jerarquía que puso al colono en la cima de la jerarquía y a los grupos colonizados pues abajo de la jerarquía. Claro que podemos citar a Chakrabarty, a Spivak, etc. Sin embargo, estos grupos también tuvieron tendencia a homogeneizar por una parte lo que compone al colono y de otra parte lo que compone al colonizado. Es decir, que ignoran completamente el hecho de que dentro de los colones hay pobres, hay ricos, hay hombres, hay mujeres y lo mismo esas mismas cuestiones, esas mismas divisiones existen dentro del grupo de los colonizados. Lo que yo llamo la doble fractura colonial y ambiental es esa separación entre los dos aspectos. Es decir, que vamos a encontrar un aspecto de pensadores, de militantes, de libros críticos, de artículos que van a atacarse, que van a lidiar con esa fractura ambiental. Es decir, van a plantearse cómo lidiar con el antropoceno, por ejemplo. Y del otro lado vamos a tener un ejemplo, un grupo de trabajos de pensadores que se interesan a la fractura colonial. Pero existen muy pocos vínculos entre los dos. Y esta es la doble fractura. Esta ausencia de vínculo, esta ausencia de diálogo, de encuentro, de hecho, lesiona mucho la ecología política. La cuestión es cómo se manifiesta esta doble fractura de la modernidad. Se manifiesta de varias maneras. Una de las cosas más remarcables, que llaman más la atención cuando uno vive en Francia, es la ausencia de diversidad dentro de las arenas universitarias, académicas, militantes, donde justamente que son los lugares donde se piensan las cuestiones ecológicas, donde se plantean esas cuestiones. En estas arenas se nota que se borra el imaginario colonial. Entonces toca preguntarse, ¿por qué se borra ese imaginario colonial? ¿Y qué consecuencias tienen? Podemos notar dos consecuencias. Por una parte, se nutre la desconfianza por parte de los dos grupos, de los dos grupos de pensamiento, es decir, que por una parte tenemos un discurso que dice que los ecologistas son burgueses de clase media, blancos, que no tienen ni idea de cómo puede ser la realidad para otros grupos sociales y étnicos, es decir, que los ecologistas no deberían, ni siquiera piensan en estas poblaciones. Toca tomar en cuenta las dificultades que tienen los partidos ecologistas para pronunciarse en cuanto a las violencias policiales, etcétera. Y de hecho también se puede decir que existe una forma de irresponsabilidad dentro de esa postura. El hecho de no hablar del pasado colonial también es ser responsable de este pasado. Bueno, como me demoro un poquito más de lo que pensé, voy a acelerar un poquito. Les doy unos cuantos ejemplos. A partir del momento en que uno piensa la involucración de Francia en la cuestión ecológica, existe en el imaginario colectivo, uno piensa en la Francia hexagonal, la Francia europea, claro.
Pero Francia está constituida de 13 territorios ultramarinos. Pueden verlos presentemente en el mapa, en su pantalla. Y siempre es bastante... no pasa a menudo que la gente pueda darme el nombre de los 13 territorios ultramarinos. C'est que ces espaces sont aussi extrêmement importants en termes de biodiversité et de contenu écologique de la France. Il faut savoir que la France, que 80% y el hecho de ignorar esos 13 territorios ultramarinos, también no solamente es ignorar la población de esos territorios, pero también es ignorar el contenido biológico y los ecosistemas que existen allá. Es decir, que 80% de la biodiversidad francesa, de hecho, reside en esos territorios ultramarinos. Francia es el segundo país en el mundo que tiene la mayor superficie de agua, pues sí, en el mundo. Pero si Polinesia se volviese independiente, Francia pasaría del segundo puesto al 13º puesto. Cuando uno piensa en las figuras fundadoras del pensamiento ecológico, tal y como los presenta el movimiento ecologista, tenemos a Thoreau, a Rachel Carson, John Muir, al noruego Arne Naess, a Aldo Leopold. Pero lo que no se dice, lo que no se piensa, es que el momento en que esa gente está produciendo ese tipo de discursos, ese momento corresponde a la existencia de una organización social que mutila sistemáticamente el cuerpo de los que también podrían expresarse. Es decir, que existe un sistema que le autoriza a cierta parte de la población a que hable, a que escriba, y ese mismo sistema le rehúsa esas mismas oportunidades a otra parte de la población. Aquí tenemos el ejemplo de Estados Unidos, pero podría decirse la misma cosa para el caso francés. Es decir, que el momento en que en Francia se celebra una importante crítica de la técnica, es decir, por ejemplo, con André Gorz y Charbonneau, digamos que ese momento en que se celebra esa crítica de la técnica, existe una empresa imperial que estaba destrozando sistemáticamente las posibilidades de vida digna de varias poblaciones en el continente africano, por ejemplo. Finalmente, tal vez todos hayan visto esta fotografía, que es bastante simbólica, de la exclusión de Vanessa Nakata, militante ecologista que viene de Uganda y que ha sido cortada de la foto de las 5 militantes ecologistas actuales. Lo interesante es que el fotógrafo explica que quiso cortarla de la imagen por cuestiones de composición de la imagen. Y Vanessa Nakata, quien, claro, no entendía, pues estaba muy... entendió que... dijo que cuando vio que la habían cortado, sintió que habían cortado a todo un continente cuando la habían cortado a ella. Una cuestión que yo quería preguntarle, una pregunta que yo quería plantearles a especialistas de la ecología política latinoamericana es
¿Acaso los trabajos de la ecología política latinoamericana reproducen esta fractura? Bueno, como solo me quedan 2 minutos y que me quedan 3 partes, voy a acelerar muy rápidamente y tal vez solo cubrir una parte. El gesto teórico principal que propongo yo es un desplazamiento. Propongo un desplazamiento del punto a partir del cual se piensa la ecología, la tierra, el mundo. Efectivamente, al contrario de Jean-Jacques Rousseau, y que escribe, sus textos cuando está caminando en el bosque, igual que Henry David Thoreau. Yo he escogido como escena conceptual del pensamiento de la ecología política no un hombre blanco que caminaría en una naturaleza vieja, pero la escena social y política de hombres, de mujeres, de niños encadenados en un bote negrero. Quiero proponer una crítica a lo que yo llamaría un ambientalismo clásico. Es decir, que el ambientalismo clásico, digamos que tendría unos términos fundadores: antropoceno, el arca de Noé, los pensamientos de Rousseau, para proponer otra conceptualización de la ecología que no oculten o borren la herencia colonial. Por ejemplo, en respuesta al término antropoceno, yo propongo el término negroceno, que desarrollo a partir de la idea de plantacionocena de Donna Haraway. Bueno, sigo con la conclusión porque no voy a tener tiempo, sino esa postura lo que permite es visibilizar a actores quienes, igual que los representantes clásicos de la ecología, han nutrido el pensamiento y han vivido, han muerto pensando y actuando por un mundo más vivable pues, en el aspecto ambiental, en el aspecto social y económico. Aquí tienen el extracto un fragmento de un discurso de Francia Márquez cuando recibió el premio Goldman por el ambiente. Hago parte de un proceso, de un estadio de lucha, de resistencia. Termino con esta frase. Es decir que, bueno, termino con esta idea, es decir que la ecología descolonial o decolonial es un grito multisecular de justicia y de llamada al mundo y llamada del mundo. Les propongo pues quedarme en esto y así tenemos tiempo para la discusión. Muchas gracias por su presentación, Malcolm. Gracias por haber introducido las cuestiones universitarias que yo había evocado en mi introducción hace 2 días. Es importante pues, recordar las condiciones de la producción del saber. El chat ya presenta varias preguntas, varias discusiones sobre más que todo el tema de la presencia de una ecología decolonial en América Latina.
à Frantz Fanon dans l'écologie politique caribéenne. Mais je propose de reprendre les questions qui sont dans le chat. Voy a hablar en español, tal vez. Propongo. Porque yo creo que más Parfait. importante es el diálogo con los representantes de Je, la re- ecología política je latinoamericana. repasse en français. Entonces, sí, La question là, c'est plutôt le dialogue avec les représentants de l'écologie politique décoloniale latino-américaine. con Malcolm, tal vez Raquel, te escuchamos. Sí, hola Malcolm, gusto Raquel Neira qui parle. y ver que compartimos muchas ideas comunes y visiones comunes. Voir qu'on partage des idées en commun, qu'on a des idées en commun. Mi pregunta es, la ecología política Ma question est la de suivante. Martinica, ¿cómo L'écologie podrías, politique opinas de la que Martinique, podría integrarse con el resto de comment nuestro penses-tu continente? qu'elle pourrait s'intégrer au reste du continent latino-américain? Por un lado Brasil, por un lado la Parce que nous aussi, on a ces parte problèmes andina, coloniaux, decir que ce soit au algo Brésil ou plutôt du côté andin. significativo o Donc tal vez algo voilà, intercambiar y pouvoir, y enriquecernos dans une perspective mutuamente, comparativiste porque et racismo mutualiste y d'une certaine colonialidad manière. On partage les questions de son racisme, de colonialité, con características voilà, especiales, ¿no? bien qu'ils Tenemos s'expriment siempre selon des caractéristiques blanco, différentes etcétera, ¿no? selon ¿Cómo les lo endroits. verías tú para Donc integrar voilà, comment est-ce que eso? toi tu verrais ça? Comment faire pour que la discussion, Malcolm, oui, entre les approches décoloniales de l'écologie, qu'elles soient andines ou mexicaines ou amazoniennes, puissent se connecter avec vos discussions plus caribéennes? Alors, c'est une bonne question parce que Es una buena pregunta qu'une seule réponse. porque no hay una sola respuesta. Mais dans la question, il y a déjà des éléments Pero de réponse. pues en la pregunta ya hay elementos de respuesta, ¿no? Des éléments spécifiques dans l'histoire du colonialisme. Diría que hay elementos específicos en la historia del colonialismo en América, en Sudamérica y otros en la historia del Caribe. De l'Amérique du Sud, il y avait quand même une place très importante à En el couvrir. pensamiento ecologista de Latinoamérica hay un espacio grande para las comunidades autóctonas, para las comunidades indígenas. Du Sud. Ce qui se passe dans la Caraïbe, c'est qu'une partie. En cambio, en el Caribe, des peuples la mayor parte de los pueblos autóctonos precolombinos ya no están. La mayor parte ya no están. Nécessité, en tout cas, c'est ce que je propose dans mon livre, de penser Lo que yo propongo es que en mi libro toca pensar una ecología política a partir de ese tercer término de la modernidad, ni moderno ni autóctono, pero a partir de la gente que estaba en los barcos esclavistas. Efectivamente, lo que pasa con la Martinica es que es un territorio no soberano de Francia, ¿no? Entonces estamos en una perspectiva de diálogo más con Francia metropolitana que con los territorios caribeños o con los países suramericanos, latinoamericanos. Yo espero que nuestra conversación podrá dar lugar a otras discusiones para cambiar eso un poquito. Y de hecho, la ecología decolonial que propongo yo no se inscribe solamente, únicamente a partir de la Martinica. También se plantea desde Francia metropolitana. La imagen que tomo yo del mundo como un barco es que el barco esclavista, bueno, la idea de tener, de ver el mundo desde la perspectiva de los que están en la cala del barco esclavista, es pensar que en la apertura entre la cala y pues en las afueras del barco puede abrirse completamente, ¿no? Est-ce que ça ne reflète pas aussi des mondes académiques qui fonctionneraient différemment dans les Nord et dans les Sud?
Jason Moore effectivement propose propone efectivamente una crítica que quiere ser, qui part historiquement de cette histoire coloniale. pues que parte históricamente de la historia colonial. À Jason Moore, No sé si su crítica es de colonial. personnellement, et d'autre part, Personalmente no sé. Y por otra parte, je trouve que me parece l'enjeu de tout ça est la rencontre. que lo que está en juego acá es el encuentro. Ce que je trouve dommageable dans l'approche de Jason Moore, c'est que Es decir, que lo que no me gusta en las ideas de Jason Moore es que no llama o no piensa con pensadores pensadores que vienen del grupo de los que fueron dominados. No sé lo que hace del marxismo haitiano, del black marxism. Entonces hay ciertas dificultades que también he encontrado pues en los trabajos de otros ecomarxistas, que encontramos una posición, es como si pensaran que pueden hablar de esas cuestiones mejor que la gente que está en posición de dominación. Claro que padece la dominación ajena. Sur l'université, c'est qu'il y a une université qui n'est absolument pas neutre dans sa constitution et qui, au contraire, refuse... Y eso también es lo que yo quería decir en cuanto a la universidad, es que la universidad no es neutra en su constitución y no acepta la aparición de ciertos pensamientos críticos, ¿no? Y eso también impacta el camino que pueden hacer jóvenes estudiantes cuando un estudiante quiere estudiar pues las cuestiones descoloniales en la Universidad Francesa, ¿no? Deux points, l'un qui est posé par Claude Le Gouil demande, pour rendre la chose un peu plus complexe, je pense que tous ceux qui connaissent, todos los que conocen América Latina van a ver... Tous ceux qui connaissent l'Amérique latine vont voir les correspondances ici. Qu'est-ce qu'on fait du cas de la Nouvelle-Calédonie, là où l'extraction minière finance en partie le projet émancipateur? Il y a aussi de l'extraction minière qui peut être faite par des populations autochtones. Donc comment penser ce cas de la Nouvelle-Calédonie, Malcolm, où parfois l'extraction minière est aussi capable de financer des projets émancipateurs? Je pense que là, c'est un cas intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec d'autres collègues, on crée un centre qui étudie les questions d'écologie politique depuis les Outre-mer, qui s'appelle l'Observatoire Terre-Monde, Centre d'études des écologies politiques des Outre-mer, que la dernière séance de séminaire qu'on a fait, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie. Et la première chose que je dirais, c'est qu'il ne faudrait pas Lo que diría yo es que toca evitar la mirada colonialista que diría que toda explotación minera es negativa. Sachant qu'aujourd'hui, l'exploitation minière n'est pas nécessairement uniquement celle du peuple kanak, mais qu'elle profite énormément aussi a l'État français. Claro que hoy, además, en Nueva Caledonia, la explotación minera no es solamente, no beneficia solamente al pueblo kanak, sino que también beneficia al Estado francés. Para terminar, sobre la plantación, ¿no? La plantación, como Tu pourrais retourner sur l'idée de la plantation, revenir sur l'idée de la plantation, d'autres métaphores à partir de l'Arche de Noé. La plantation aussi comme un lieu vraiment pour penser l'écologie politique caribéenne. Effectivement, la plantation est extrêmement centrale. La plantación es absolutamente central.
por lo que ocurre en el interior de la plantación, pero también debido a la manera en que ella rige lo que pasa al exterior de ella. El mundo transformado en plantación no es solamente este espacio, este perímetro, sino que digamos que es toda la organización del mundo que transforma a seres humanos, a ecosistemas, en recursos, en materias disponibles que permiten a cierta gente, pues, el enriquecimiento de cierta gente. La plantación no empieza en los campos de caña, empieza en el barco negrero. Hay un concepto pues, que ocupa mucho lugar, mucho espacio en el pensamiento actual, la idea de quién sobrevive y quién va a morir, y entonces esa manera de ver las cosas impide ver la organización social dentro del barco. Indépendamment de leurs travaux importants, mais de Rousseau et Thoreau, qui disent, bon, je commence par m'extraire de la société, je commence par m'extraire de mon climat sociopolitique. No podemos tener esa manera de pensar como Rousseau y Thoreau, que se extraen de la sociedad antes de pensar el mundo y pensar la naturaleza. Nosotros en cuanto pues, somos universitarios, investigadores, no podemos adoptar esa posición. Dans leur bureau va avoir une femme mauricienne qui va nettoyer un peu le bureau, qui après va faire des photocopies, etc. Et puis quand il arrive dans l'espace de l'amphithéâtre, parle comme de la Terre et du monde. C'est pour ça que le discours écologique est important, c'est que c'est pas n'importe quel discours, parle de la Terre et du monde dans une dimension à la fois globale et historique, comme si les expériences, les vécus, les histoires de toutes ces personnes n'avaient aucune conséquence dans la manière... Por ahora, en la Academia Francesa, los investigadores y los profesores hablan de la Tierra, del mundo, sin tomar en cuenta la vida y la manera de vivir y de ser de toda la gente que trabaja en la universidad en posiciones subalternas. La discussion reflète aussi en grande partie cette déconnexion de la réflexion caribéenne avec le reste de l'Amérique latine, mais il y a beaucoup d'initiatives en Amérique latine pour essayer de reconnecter ces sphères académiques, en particulier depuis la Colombie, des discussions avec Catalina Toro. Donc je pense que cette reconnexion entre les langues aussi, c'est-à-dire l'Amérique hispanophone, l'Amérique anglophone, l'Amérique francophone. Esa conexión entre los idiomas también puede llevarnos a debates interesantes en el marco de Latinoamérica, reconectar entre el francés, el español, el inglés, también reflexionar entre los mundos indígenas, la ecología dicha negra, etc. Et je voulais également rappeler, Malcolm, qu'il y a le dernier numéro de Ecologia Politica, la revue, est centré sur les écologies décoloniales, montrant donc la última edición de la revista Ecología Política está centrada en la ecología decolonial en Latinoamérica. Merci beaucoup, Malcolm. Muchas gracias, Malcolm. Hasta luego. Merci. Maintenant, Libertad, à vous. On va donc vous écouter. Libertad Chávez Rodríguez. Voy a pasar al español, perdón. Passer en espagnol. Désolé pour les traducteurs. Je change régulièrement de langue. Donc, Libertad Chávez de Rodríguez, chercheuse au CONACYT, au Mexique, et qui travaille aussi au CIESAS, le Centre de recherche supérieure en anthropologie sociale. Elle a fait son doctorat à l'Université de Brême.
et elle a travaillé dans la perspective de genre, l'intersectionnalité, en le connectant au sujet de l'environnement, du changement climatique, des risques. Je pense que son exposé va un peu nous montrer ces connexions, ces deux sphères de la recherche, dans un exposé, une présentation qui s'appelle « Le féminisme critique dans l'écologie politique de l'adaptation au changement climatique ». Libertad, on t'écoute. Merci David pour la présentation, et aussi je souhaiterais remercier aussi Gabriela Moldinski de faire partie de cet événement et toute l'équipe d'organisation. Ça a été 2 jours vraiment très émouvants et très enrichissants, qui laissent beaucoup de questions, de défis intellectuels aussi pour la pratique. Je vais partager avec vous ma présentation. J'espère qu'elle fonctionne. Essaie de parler un peu plus fort, s'il te plaît. Bon, tant mieux, ouais, j'espère que ça fonctionnera. Vous arrivez à voir? Si tu peux le mettre en plein écran. Bon, donc l'objectif de ma présentation est d'ouvrir un espace, comme le disait David, pour réfléchir sur la transversalité des questions de genre, l'intersectionnalité dans le champ de l'écologie politique. J'aimerais me centrer sur un champ de problématisation, sur la représentation d'adaptation au changement climatique global, sans nier l'évidence biophysique sur le changement climatique qu'on ne peut pas nier actuellement, mais on observe une prédominance de certaines interprétations socioculturelles sur ce phénomène, ses causes, ses impacts et la manière de les affronter en concordance avec des structures de pouvoir dominantes qui invisibilisent fréquemment les aspects de genre qui sont impliqués. Je vous propose de vous proposer quelques perspectives féministes critiques, sans prétendre à l'exclusivité, et en sachant qu'il y aura d'autres débats, sur le changement climatique, et chercher au-delà des liens déjà bien connus entre le changement climatique et le genre et le désastre, qui sont en lien avec les vulnérabilités et les capacités de différenciation selon le genre, les impacts du changement climatique et la problématisation en rapport avec les gaz à effet de serre. Donc je cherche à repolitiser et dénaturaliser l'investigation sur le changement climatique qui s'articule avec l'écologie politique. L'une d'elles est donc la considération de l'adaptation au changement climatique comme un cours neutre d'action dans des termes sociopolitiques qui inclut les implications de genre de la part de discours hégémoniques globaux qui sont repris et naturalisés par des narrations officielles et politiques d'adaptation. Et j'aimerais aborder 3 débats qui me semblent cruciaux pour cette discussion. D'abord, je présente des postures féministes qui signalent l'importance d'éviter des dichotomies et des représentations victimisantes des femmes et qui ont à voir avec des questions de justice climatique et de genre. En deuxième lieu, donc, la reconnaissance, le débat sur la reconnaissance d'inclusion, d'autres formes de connaissances et des voies alternatives, et également l'impact du changement climatique dans le soin. Et en troisième lieu, j'aborde le besoin qui fait un lien avec la présentation de Malcolm sur le besoin d'entreprendre une analyse intersectionnelle du genre avec d'autres catégories de différenciation, d'exclusion, de discrimination sociale, et, entre autres la race et la classe. Quand est-ce que Sarah David a appelé l'impératif d'adaptation? Donc c'est en relation d'une part avec une réélaboration discursive de l'adaptation et du discours sur le changement climatique dans la première décennie
du XXIe siècle. D'autre part, il existe l'idée selon laquelle nous devrions nous adapter selon un cours d'action neutre, aussi en termes de genre, qui serait indispensable pour la survie humaine et qui est indispensable à des discours hégémoniques qui sont repris et naturalisés par des narratives officielles. Et cela se traduit dans des projets bien concrets au niveau local et régional, des projets d'infrastructures sur des énergies renouvelables, la reforestation, qui sont légitimés par la réduction du CO2 et par aussi des schémas de développement vert propre. Ce sont des approches qui étaient critiquées par les sciences sociales, parfois légitimées par les sciences sociales, notamment on a eu des critiques occidentales aussi. L'idée est donc d'aller au-delà des liens connus entre le changement climatique et le genre. Il existe suffisamment de recherches sur l'impact différencié du changement climatique et de l'adaptation au changement climatique selon le genre. Dans le cadre de la faible quantité de ressources, l'impact sur la santé, les mouvements migratoires, les conflits socio-environnementaux, les politiques climatiques et les désastres liés au changement climatique. Et ces analyses, bien entendu, elles sont la base de la réflexion que je vais présenter et pour l'élaboration de postures féministes critiques. Quant au premier débat, il existe deux thèmes fondamentaux autour du changement climatique que je pense qui devraient être pris en compte en termes de justice climatique et de genre. D'abord, le niveau de représentation d'hommes et femmes, et en deuxième lieu, les débats sur la victimisation et la capacité d'action des femmes. Quant au premier, il y a une faible représentation des femmes sur les risques et les désastres et politiques climatiques. Je pense que c'est un indicateur important sur les stéréotypes préexistants qui sont typiquement liés aux risques et à la force physique qui sont liés aux hommes. Les postes aussi de décision sont occupés généralement par les hommes, également dans les négociations internationales et nationales, et également dans la protection civile, où il y a une forte exclusion des femmes dans ces domaines, ce qui reflète bien sûr l'entremêlement entre les relations de genre et le risque, d'une part, consiste à ignorer l'expérience des femmes, mais aussi les intérêts politiques et les perspectives de solution. D'autre part, nous avons le débat sur la victimisation et le rôle des femmes en tant qu'agents. Et donc là, je reprends Simarola Johnson sur le besoin de dépasser des positions dichotomiques militantes dans lesquelles seules les femmes pourraient être considérées comme des victimes sans défense ou bien comme des agents du changement dans des situations de désastre. Il existe cette perspective victimisante des personnes affectées par le changement climatique qui doivent être sauvées ou dans le meilleur des cas guidées, ce qui nie leur capacité d'agence, d'action. D'autre part, il y a la perspective écosystémique qui se présente donc comme insuffisamment différenciée et inadéquate pour capturer les différentes facettes et le dynamisme de la complexité des relations sociales et de genre des êtres humains. Si mon idée est donc, disons, depuis une perspective féministe, une position épistémologique autour de l'ambivalence qui est valide et qu'on doit considérer comme une position valide. En deuxième lieu, donc, deuxième débat que j'aimerais aborder brièvement. On voit que la construction du connaissance scientifique liée au changement climatique considéré comme objectif universel se caractérise aussi par sa remarquable... Désolé, mon chat vient de partir. Se caractérise aussi pour invisibilisation des dimensions de genre, discrimination des classes impliquées. D'une part, la faible représentation des femmes aussi, encore une fois dans la construction des connaissances scientifiques, vient légitimer le problème de représentation des femmes dans la construction des connaissances, le rôle des indigènes également,
sur l'adaptation aux conditions climatiques, en prenant donc Susan Crate et Astrid Ulloa. Je reprends donc le congrès de l'IPCC qui parle de l'importance d'autres formes de connaissances. Qui explique qu'il est vraiment clairement difficile de l'intégrer et que c'est menacé également par le changement climatique. D'autre part, comme on sait, les niveaux d'incertitude des modèles climatiques sont très hautes. Et souvent, les décisions scientifiques sont prises par consensus et reprises ensuite par les organismes gouvernementaux. Et les élites économiques en tirent profit et poursuivent des intérêts économiques, notamment de l'adaptation au changement climatique, notamment comme l'écotourisme dont on parlait tout à l'heure. On peut remarquer comment les institutions établies encadrent leurs débats dans ce type d'adaptation dans leur langage, de toute façon qu'elles peuvent se poser en fournisseurs de solutions, comme REPLUS, les agrocombustibles, les mécanismes de développement vert, la capture de carbone, et ce qui interroge aussi sur les mécanismes de financement des personnes et la maintenance du principe business as usual. Cela répond uniquement à la soutenabilité des entreprises. Donc on voit que dans la construction de la connaissance scientifique, il y a aussi une dimension spécifique de la relation avec la nature qui renvoie un rapport aux ressources naturelles qui ont été critiquées depuis les années 70, notamment par l'écoféminisme, qui établit un lien entre la subordination des femmes et la détérioration de la nature. Je ne vais pas avancer davantage sur la discussion sur l'Anthropocène, comme Malcolm en a déjà parlé suffisamment auparavant. Et plusieurs chercheurs ont discuté l'approche anthropocène patriarcale, qui cache une dimension patriarcale, et ils ont proposé des concepts alternatifs comme le capitalocène, et aussi des relations d'accumulation capitaliste, d'extraction de la force du capital humain et naturel. Donna Haraway qui parle du Cthulhucène également. Aussi Astrid Ulloa en 2017. Également l'homocène. Et aussi le terme de phallocène proposé par le groupe vénézuélien écoféministe qui soutient que tout cela est dans une trame de relations inégales qui affecte spécialement les femmes et la nature et qui sont constitutives de la civilisation occidentale. L'écologie politique féministe insiste sur le lien entre le changement climatique et les relations de pouvoir, qui insiste sur la circulation des connaissances aussi. C'est pour ça que je suis content de savoir que Paola Serafini va parler ensuite de ces autres méthodes et ces autres possibilités, comme les artistiques, visuelles aussi, qui permettent d'explorer des connaissances locales et inclure des voies divergentes et éventuellement contradictoires. Et finalement, le troisième débat que je souhaiterais aborder également, si le temps me le permet, c'est le débat sur le genre et le changement climatique qui s'est centré sur le rôle des femmes. On a parlé de l'étude de cet impact sur les hommes. Ça contribue aussi à la normalisation et la reproduction de l'image des femmes, des adolescentes et des petites filles, comme des victimes du désastre, tandis que les problèmes des hommes restent invisibles. Et cette concentration des hommes fait que l'on perd de vue les aspects relatifs aux relations de genre qu'on pourrait remettre en question et reconfigurer. Et ensuite,
la place de l'intersectionnalité que soulignait Malcolm, qu'il existe aussi des différences à l'intérieur des groupes qui ne constituent pas des groupes homogènes et qu'il est nécessaire de faire une différenciation de la vulnérabilité sociale que présentent différentes femmes et différents hommes pour montrer le besoin, ou plutôt la pertinence, entre le changement climatique et la perspective de genre. Quant au concept d'intersectionnalité, il peut aider à réaliser une analyse différenciée dans la vulnérabilité face aux effets du changement climatique ensuite pour des problématiques liées aux groupes sociaux hautement vulnérables et permet de prendre en compte des phénomènes inséparables dans la pratique qui sont empiriquement reliés et qui sont très constitutifs, y compris dans des termes historiques, comme nous l'avons vu dans la présentation précédente, comme le genre, la race. On a proposé l'intersectionnalité comme un outil pour aborder le changement climatique et l'adaptation au changement climatique, et qui tend aussi à éviter l'essentialisme qu'on a beaucoup critiqué dans ces luttes en rapport avec le féminisme aussi. Donc en conclusion, j'aimerais parler aussi un peu de l'origine de ces réflexions. Donc mon idée, ce serait que je propose, c'est de considérer comme une agence émergente de l'économie politique, en les liant au genre, à l'intersectionnalité, avec des groupements régionaux, épistémologiques, genre et environnement, genre et changement climatique, genre et désastre, économie politique féministe, urbanisme féministe critique, justice climatique et de genre, géographie urbaine féministe, écoféminisme. Et ensuite sur ma trajectoire et ma position aussi. Elle a beaucoup à voir avec l'influence, en tout cas de mon travail, dans le genre, société et environnement, donc, qui est un réseau thématique au Mexique, également avec écologie politique latino-américaine et processus de formation et de circulation aussi. Et aussi avec des auteurs tels que Gabriel Merlinski et Astrid Ulloa, et aussi avec les processus de formation et de circulation. Également des collaborations en Suède, avec des auteurs qui travaillent surtout dans le domaine des risques. Et donc surtout à insister sur visibiliser, articuler et visibiliser le changement climatique, les genres, en rapport avec le changement climatique et les désastres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Libertad. Bon, presque à temps. Nous avons quelques questions sur le chat. Natalia Capellini, qui a présenté le premier jour. Comment vois-tu le rapport entre genre et justice environnementale à partir de la repolitisation du domaine du soin et du travail domestique, comme le font certains mouvements féministes? Mais justement, c'est un débat que j'aimerais ajouter, justement tout ce qui a à voir avec le travail en rapport avec le soin. Et surtout, depuis la pandémie, il y a eu un boom en termes de reconnaissance, de la nécessité de reconnaître le travail de soin comme un travail à part entière et de réussir à redistribuer le travail de soin. Et je crois que c'est un des débats que j'ajouterais à cette réflexion, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Disons que c'est un agenda émergent de l'écologie politique urbaine, ou au moins de l'intersection entre écoféminisme, les études urbains, les études du CARE,
D'ailleurs, je suis en train de participer à un projet qui étudie les impacts du changement climatique dans 3 villes mexicaines. Je viens à Monterrey, qui fait partie donc de cette étude. Et donc le thème central est justement l'étude du care, notamment les domaines d'action, l'impact aussi dans la santé, le traitement des déchets, la mobilité, et l'impact de phénomènes extrêmes en rapport avec la météo notamment, et le manque d'eau. Effectivement, c'est un autre axe qui est central, est l'utilisation du temps. Oui, l'utilisation du temps en tant que catégorie d'analyse centrale. Plusieurs personnes sur le chat disent que oui, je dirais que c'est une perspective très prometteuse. Cette interconnexion entre les études d'intersectionnalité et l'écologie politique. Moi, peut-être j'aurais une question sur comment choisit-on un objet que l'on va étudier quand on fait de l'écologie politique. Il me semble que c'est difficile d'articuler cette étude sur le care, les subalternes, les femmes, par exemple, dans leur travail domestique, ou comme l'a fait Malcolm, par exemple, sur le fait d'accorder de l'attention à certaines personnes qui travaillent autour et qui ne sont pas des objets classiques de l'écologie politique. Et des études plutôt classiques, disons, de l'écologie politique, qui sont les problèmes, disons, durs d'écologie mondiale, d'accumulation capitaliste. On dirait que ce sont plutôt 2 mondes très différents pour entrer dans l'écologie politique. Je ne sais pas comment tu le vois, comment tu en penses. Peut-être que tes perspectives pourraient permettre cette manière-là. Ce sont 2 manières très différentes de rentrer dans l'écologie politique. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est complexe. Il me semble que c'est précisément lorsqu'on parle de sujets de pouvoir. Il faut tenir compte du travail domestique et du travail de soins. Comme un champ ou une forme de travail dévalorisé qui fait partie de la relation de pouvoir qui est constitutive. Donc cette idée classique, féministe, que le privé est politique, je pense que c'est justement dans cette direction aussi que va la connexion avec l'écologie politique. En voyant précisément la distribution, la division sexuelle du travail, et reprendre cette catégorie, disons comme une catégorie d'analyse politique. Et je crois que la pandémie nous a aidés à visibiliser de manière considérable à quel point c'est constitutif pour la vie, pour le fonctionnement et pour le bien-être. Tout ce travail qui est à la base de la reproduction sociale, disons depuis une perspective plus marxiste, ou de travail qu'on appelle le care work aussi, dont on a beaucoup parlé, qui a été beaucoup étudié dernièrement. Merci beaucoup, Libertad. Et j'aimerais mentionner que Andrés Ancarleón, qui a parlé hier du Costa Rica, qui lui souhaite aussi faire entrer le travail dans l'écologie politique. Et c'est un de ces grands sujets, de connecter les études de sociologie, d'anthropologie, qui veulent articuler donc le travail avec l'écologie politique. Il y a certainement des correspondances qui pourraient être prises en compte. Donc, nous allons écouter Alexis pendant le temps pendant lequel il se prépare avec son PowerPoint. Je vais simplement présenter Alexis, qui est professeur de géographie. Su laboratorio es muy productivo como un laboratorio de géographes qui m'entourent ici. Ces sujets sont ici
connecter avec ce qu'on vient d'entendre. Par exemple, la métropolisation, les marges urbaines et les changements globaux, notamment les périphéries, l'urbanisation des Suds, la vulnérabilité aussi dans les périphéries urbaines. Si je te passe la parole, je te remercie d'être avec nous. Merci David, merci à tous les organisateurs du colloque. Enfin, ce passage technique. Je vais faire un petit peu d'histoire en fait. Je vais poser la question du rapport entre l'écologie politique et le risque. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, on ne parlait pas encore d'écologie politique. En revanche, il est certain que les liens qui unissent ces deux thèmes sont très étroits. Il y a donc ici un peu d'histoire que je vais vous présenter, que je vais problématiser. Je vous présente d'abord mes sujets de recherche principales. Donc, je travaille sur le risque et la gestion du risque autour de Quito en Équateur et autour de Lima au Pérou. Je suis maintenant passée à d'autres terrains, mais sur ce thème-là du risque lié à l'écologie politique, ce sont les deux terrains principaux et qui jouent le plus. La question que je pose, c'est celle du lien entre le risque dans l'environnement urbain et le traitement des espaces urbains. Il s'agit de regarder comment le risque devient un instrument pour territorialiser les marges et inclure ces marges dans une norme urbaine dominante. On voit de là que le risque, la gestion du risque, est un instrument de pouvoir par rapport à des populations marginées ou marginalisées. Là, je l'illustre avec quelques exemples de Quito, où il existe des travaux publics qui ont permis de traiter les pentes du Pichincha pour fixer une limite entre l'urbain et le non-urbain. Et cette limite a été définie grâce aux critères du risque. Comme si, d'une certaine manière, très, très, très en haut, il y avait du risque et juste en dessous, il n'y en avait plus. On a assisté donc à tout un processus de fixation des limites des travaux, des limites de la constructibilité qui s'inscrivent dans l'espace urbain. On assiste au même phénomène à Lima. Je pense que les photos expriment assez bien la question. Disons que la planification urbaine fixe la limite de l'urbanisation en prenant le risque pour critère, sachant que ces critères servent aussi, ces limites servent aussi à arrêter l'avancée des populations, des installations humaines, et donc elles servent finalement à construire des murs pour séparer les populations. Ici, aujourd'hui, dans cette présentation, je vais m'intéresser à l'histoire d'un mouvement, d'un courant d'études qui s'est développé à partir des années 1990 et qui s'appelle encore aujourd'hui la RED. Et je voudrais m'intéresser à ces liens avec l'écologie politique. La RED, le nom complet de la RED, c'est la Red de Estudios Sociales, donc le réseau d'études sociales d'Amérique latine. Il a été créé dans les années 1990 par un groupe de chercheurs qui venaient tant des sciences
physiques, de l'ingénierie, que des sciences sociales. J'ai mis ici quelques noms des fondateurs de la RED, donc de ce réseau de sciences sociales dans la prévention des désastres en Amérique latine. Et donc, ce réseau a publié ces deux premières œuvres, ces deux premiers travaux qui posent qui pose un petit peu le motto de la RED, à savoir les désastres ne sont pas naturels. Il s'agit de changer la façon dont on voit le risque, de n'en plus voir seulement la dimension physique et naturelle, mais de prendre en compte ses composantes sociales. Il faut donc penser que s'il y a risque, c'est parce qu'il y a un processus d'urbanisation, d'installation, de présence humaine. Ces désastres ne sont donc pas une fatalité, mais sont liés à un processus, en l'occurrence d'urbanisation. Il s'agit donc de processus politique, économique et social. Donc, vous trouverez sur l'écran les noms de quelques-uns des fondateurs de la RED. Au cours de la décennie des années 1990, donc décennie qui marque un mouvement de réduction des désastres, ces chercheurs ont publié plusieurs travaux en 1996, 88, 98, 99. Et les publications se sont un peu réduites à partir du tournant du siècle. Les auteurs viennent principalement des pays que l'on trouve là à l'écran, donc Mexique, Costa Rica, Pérou, Colombie, Équateur, Brésil, et en plus Canada et Royaume-Uni. La Colombie compte un grand nombre des membres du réseau. Donc on notera la présence de ces deux pays, du Nord, donc le Canada et puis le Royaume-Uni. Donc ce courant de la RED est un courant d'écologie politique, mais n'était pas présenté comme tel à l'époque où il a été créé. Et de fait, les fondateurs de la RED n'utilisaient pas l'expression écologie politique. Cependant, si on fait un peu l'archéologie des liens et l'histoire un petit peu de ce mouvement, l'histoire des liens qu'il a pu entretenir avec l'écologie politique à la fois théorique et celle que l'on a vue se consacrer dans les dernières années, on peut trouver deux livres de référence. Dans le premier livre, donc Los desastres no son naturales, les désastres ne sont pas naturels, se pose déjà on trouve déjà des références à l'œuvre de Kenneth Hewitt qu'on peut voir à l'écran. Donc Interpretation of Calamity. On voit aussi une référence à un autre livre encore plus ancien, donc datant de 1976, Shelter After Disaster, qui a été publié par les Nations Unies, là où a travaillé Ian David. Et donc, deux collaborateurs de ces deux livres, donc Ben Wistert et Ian David, font partie des 4 auteurs d'un livre de référence par rapport à l'étude du risque, qui s'appelle At Risk, donc publié en 1994, qui a été traduit et publié par la RED en 1996. Donc, dans les auteurs de At Risk, donc en 1994, on voa entre autres Piers Blakey, qui est une référence majeure dans le champ de l'écologie politique.
La ligne directrice de ces auteurs est l'idée que les désastres ne sont pas naturels. Et ils se concentrent tout particulièrement sur l'idée de l'organisation territoriale, sur le rôle que jouent les politiques, et en particulier les politiques urbaines. Et au sein de ce paradigme du risque, on se concentre particulièrement sur l'idée de la vulnérabilité. L'idée n'est pas de se concentrer sur l'étude des menaces, mais plutôt sur l'étude de la vulnérabilité. C'est une approche qui est assez connue de ceux qui travaillent sur le risque, c'est-à-dire que les auteurs ne se concentrent pas sur les causes immédiates, mais sur les causes structurelles et profondes qui causent les désastres. Et on soutient souvent qu'il existe plusieurs niveaux en fait de causes, de causalité, et que pour lutter contre le risque, il n'est pas nécessaire, ou en tout cas il n'est absolument pas suffisant de lutter contre les causes circonstancielles. Il est donc nécessaire de comprendre tous les processus sociaux, politiques, économiques et en particulier la vulnérabilité de certaines populations. Au début, ce courant de la RED se concentrait sur les populations les plus marginalisées dans le milieu urbain. Le but étant de montrer qu'il fallait les aider pour les tirer de la marginalité et donc les tirer du risque. C'est l'un des apports les plus conséquents du groupe, en particulier dans le cadre régional de l'Amérique latine, et encore en particulier en Colombie et dans quelques pays d'Amérique centrale et des Andes. Il est à noter cependant que dans les auteurs qui ont participé à la RED, il y a aussi des gens qui viennent du Mexique, de l'Argentine, etc. Donc, les publications se sont succédées jusqu'en 2008, mais la revue de la RED a pris fin à la fin des années 1990, donc à la fin de la décennie de la promotion par les Nations Unies de la réduction des désastres. Cela imprime un mouvement très fort à l'écologie politique sur le thème des risques. Et il faut dire que l'influence de l'écologie politique est particulièrement forte dans le courant de la RED. La RED n'a certes plus la même activité, mais tous ceux qui ont pu participer à ce mouvement forment aujourd'hui une sorte de communauté épistémique, si on la comprend au sens foucaldien. Donc une communauté qui réunit à la fois l'académie, l'administration publique, les organisations nationales et internationales, etc. En effet, les auteurs étaient à la fois des membres du milieu académique, travaillaient pour les États, travaillaient au sein d'ONG et travaillaient comme experts nationaux et internationaux. C'est-à-dire que tous ces acteurs avaient plusieurs chapeaux et forment donc un réseau peut-être informel, plus informel que la RED en tant que telle, mais ils forment un réseau d'une véritable communauté épistémique. La RED, en soi, bien que les publications se soient taries, la RED continue. On peut dire que la RED continue d'exister à travers l'activité de ses membres, de ses anciens membres qui aujourd'hui participent au niveau andin, par exemple, voire même au niveau des États-Unis, des Nations Unies, pardon.
La concentration, le travail de la RED sur le thème de la vulnérabilité a été constitué un apport particulièrement important dans l'écologie politique et les sciences sociales d'Amérique latine. Il y a cependant plusieurs problèmes qui surgissent du fait de se concentrer de cette manière sur la vulnérabilité. C'est sur ces quelques points que je voudrais faire ma conclusion. C'est-à-dire que ce sont des points qui me semblent à la fois centraux et ambigus dans le courant de la RED. Donc, je vais essayer de les classifier et de les qualifier en tant que défi que cela pose à l'écologie politique. Écologie politique qui l'est bien que le mot d'écologie politique ne soit pas prononcé. Alors, ces 4 défis, comme premier, l'idée que la concentration sur le désastre d'une grande magnitude, de grande taille, peut occulter et cacher des formes d'urgence plus quotidiennes. On voit là aussi l'expression d'un rapport de domination entre les populations. C'est-à-dire que les populations marginalisées avec lesquelles les auteurs ont voulu travailler et pour lesquelles les auteurs ont voulu travailler ont finalement aussi ressenti ce rapport de domination entre les auteurs et elles-mêmes. Ces populations vivent dans un état, une situation d'urgence, de difficulté permanente. Et donc, une grande catastrophe qui aurait lieu toutes les 10 ans n'est pas une urgence au même titre que le sont les problèmes auxquels elles font face dans leur vie quotidienne. On voit là donc finalement une tension entre deux façons de conceptualiser le risque comme catastrophe ponctuelle ou comme difficulté constante. Ce deuxième défi que cela pose à l'écologie politique, c'est le stigmate de la vulnérabilité. C'est-à-dire que se concentrer sur la vulnérabilité stigmatise les populations qui sont finalement vues comme des victimes et non comme des acteurs ou des citoyens ou des acteurs urbains qui finalement sont en mesure de participer à la solution et à la gestion du risque. Ce que moi j'ai essayé de poser, c'est que la politique de gestion du risque est une manière d'imposer des normes, comme on l'a vu sur les premières photos du diaporama. Donc, certes, ces populations peuvent être vues comme des victimes, mais sans pour autant oublier leur dimension actante de citoyens. Enfin, cette idée, ce motto selon lequel les désastres ne sont pas naturels, est certes une très bonne manière de dénaturaliser un phénomène qui est aussi politique et social et économique, mais il a été d'une certaine manière un peu perverti ou transformé. Parce que quand on regarde les exemples que j'ai pu donner au début, donc à Lima ou à Quito, l'espace du risque est toujours défini, ou en tout cas presque dans beaucoup de cas défini, comme l'espace de la marge. Il y a une espèce d'équivalence entre l'espace du risque et l'espace de la marge. On a là donc un problème d'échelle. La vulnérabilité de la population marginalisée est vue comme la vulnérabilité de toute la ville. Donc, les populations marginalisées sont vues comme les responsables, les coupables de la vulnérabilité de la ville entière. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu à Quito, c'est que ces populations sont vues comme les responsables des phénomènes naturels. On les voit polluer, jeter leurs ordures par terre. Voilà. Et donc finalement, on les voit comme responsables des éboulements, des glissements de terrain, des coulées d'eau, etc. Dans le cas de Quito, par exemple, ce sont des phénomènes naturels dans les faits qui existaient déjà avant l'arrivée de ces populations, ou en tout cas la création de ces espaces marginaux, ce qui a été oublié entre-temps. Voilà, c'est la façon dont je voulais ouvrir un petit peu le débat. Je n'ai pas encore développé toute cette archéologie du savoir, d'une certaine manière. Je voudrais voir toutes les publications
qu'a fait la RED et observer les liens les liens qui existent entre les auteurs. Et les liens qui existent non seulement entre eux, mais aussi entre ceux qu'ils étaient il y a 20 ans et leur activité d'aujourd'hui. Il s'agit donc finalement de voir comment est-ce qu'on peut lire l'écologie politique dans ce mouvement de sciences sociales. David Dumoulin remercie Alexis. Donc, cette approche a le mérite de souligner un aspect qui est rarement en fait mis en évidence. Il y a évidemment énormément de questions, mais on manque de temps. Ma question, et celle de Sébastien Velu qui la retrouve, est la suivante. À quel point est-ce que la question est-elle politisée? Ce sont des experts qui sont payés par la coopération internationale et par les pouvoirs publics. Et donc la question est la suivante. Voilà, c'est un travail qui se commercialise ou est-ce qu'il y a un vrai travail critique de fond? Il s'agirait là de ma première question. Bon. La réponse, c'est que ça dépend de qui. Certains vivent réellement des financements et de leur activité en tant qu'experts. Ça dépend vraiment en fait des individus. Tous n'ont pas la même position, ni le même rôle. Certains sont quasiment des experts à temps complet au sein d'institutions internationales, alors que d'autres sont demeurés au sein de l'académie, du monde académique. En particulier des historiens comme Virginia Costa, qui finalement adoptent une vision plus critique. Gabriela Merlinski dit que cette communauté épistémique a eu un vrai rôle très très important dans la dénaturalisation du risque naturel et elle nous demande, pose la question suivante. À quel point est-ce qu'au niveau local, des gens se sont intégrés dans les politiques publiques? Pour la réponse, j'ai quelques exemples qui sont du Pérou, de l'Équateur, de la Colombie. Ce qui est certain, c'est que certains experts se sont mis à travailler pour les municipalités à niveau local, à Quito en particulier. Donc, des individus qui avaient plusieurs chapeaux, plusieurs rôles et qui travaillaient à plusieurs... Sí, perdóname, estábamos tratando de gestionar el chat y el Meet a la vez, así que no había cortado mi micrófono. Muchas gracias. Yo creo que c'est l'initiation d'une... Merci beaucoup, Alexis Sierra. C'est ici quand même le début d'une discussion très intéressante et très fructifère. Cette question de la relation entre prévention de risque, politique publique, écologie politique. On trouvera énormément de questions dans le chat de YouTube. On peut néanmoins pas s'attarder, donc merci beaucoup. On va passer à la dernière présentation de ce panel. Last but not least. Donc c'est un thème que nous propose aujourd'hui Paola Serafini, donc de l'Université de Leicester. Paola Serafini es importante para muchos de nosotros, estoy seguro. Et donc sa présentation a à voir avec l'art et l'écologie. Quel rôle donc a l'art, politique artistique, dans l'écologie politique latino-américaine? Donc Paola, elle travaille à l'université de Leicester en Angleterre, travaille dans un centre de recherche autour des économies culturelles et des médias. Elle a un doctorat en analyse culturelle au King's College
Et elle a publié 2 livres qui sont importants, parmi lesquels l'un d'eux qui est une synthèse qui s'appelle Performance Action, les politiques de l'activisme d'art, en 2018, qui est une synthèse sur l'action et la performance. Et l'autre est un livre qui a été publié avec Gabriela Merlinski, qui s'appelle ASIC. Pour ne pas perdre plus de temps, Paola. Paola, merci beaucoup de partager ça avec nous. On t'écoute. Merci. Merci David et merci à tous et toutes, organisateurs et organisatrices. Ça a été 3 jours épuisants, mais dont j'ai beaucoup profité en même temps. Je vais être brève et essayer de faire une présentation assez générale et mettre quelques images via ce système. Oui, donc mon objectif aujourd'hui est de proposer des réflexions générales sur la relation entre l'art et l'écologie politique. Et si, à la fin de la présentation, j'aimerais donc partager un peu le livre que David a mentionné. Car à part on voulait faire une présentation du livre, on ne pourra pas le faire. Donc la présentation va être en 3 parties. D'abord, pourquoi l'art? Ensuite, l'art et l'écologie politique en Amérique latine. Et en 3e partie, une réflexion sur les voix que l'on écoute quand on parle d'art et d'écologie politique. Donc pourquoi l'art? L'écologie politique a un déficit quand on parle d'art. Ce qui se passe aussi avec la communication. De fait, l'année précédente, il y a eu une édition de la revue de l'écologie politique sur les arts. Je crois que c'était la première de ce type-là. Ce sont des points de vue qui sont en général relégués, mais qui sont une clé pour comprendre les conflits socio-environnementaux, mais aussi de développer des stratégies. On peut dire que ces pratiques artistiques sont importantes parce qu'elles fonctionnent comme des plateformes pour faire des réclamations, pour visibiliser des thématiques aussi, et pour conscientiser. Mais aussi, lorsque l'art se transforme en une plateforme de subjectivation de l'activité politique, l'art a un rôle aussi de montrer comment se forment et se développent ces subjectivités politiques. Donc ici, en citant le livre d'art et d'écologie politique avec Gabriela Merlinski, dans la mesure où l'art est important pour la transformation, la relation entre l'art et l'activisme apporte de nouvelles perspectives aussi. Par exemple, si on prend un concept très pertinent pour l'écologie politique, on pourrait se demander comment notre notion du commun a été modifiée par l'art à travers l'expérience de l'art, qu'il s'agisse de participer. Ça influe aussi sur notre façon de comprendre le commun. Les possibilités sont multiples. L'art aussi joue un rôle, notre façon de mettre en compte et de pratiquer aussi. Et aussi sur notre capacité de préfigurer des formes de notre relation avec le monde et sur le commun aussi. Le dialogue est nécessaire entre l'art et l'écologie politique parce qu'elle produit des formes de vie qui rompent avec les logiques extractivistes. Elle se positionne dans un point de vue alter-hégémonique. C'est quelque chose que j'ai développé de manière aussi bien empirique que théorique sur un livre qui est basé sur des recherches en Argentine. Mais maintenant, j'aimerais me concentrer sur la particularité de l'art et de l'écologie politique en Amérique latine. Et aussi offrir des exemples concrets sur les 3 points que j'ai mentionnés. Comment ils se développent dans le contexte latino-américain. En premier lieu, le contexte latino-américain se caractérise par la primauté de narratifs développementalistes autour de l'extractivisme et par les narrations des moyens de communication. Ce sont des barrières pour la communication des communautés qui sont affectées. Et donc l'art est un véhicule d'expression pour des narrations qui viennent contester le point de vue hégémonique. On peut penser aux médias alternatifs. Il permet aussi de dénoncer avec différents formats
qui ont la capacité d'appeler les sentiments, les sens et les émotions. Et donc, si le système me permet de le présenter, j'aimerais donc partager cette photojournalisme de Pablo Piovana, qui est argentine aussi, qui a fait une série de photographies de 2014 et 2019, qui s'appelle donc Le coût humain des produits agrotoxiques. Et elle a voyagé dans différentes provinces d'Argentine. Elle a documenté les effets de l'utilisation du glyphosate, ce qui n'avait pas été fait ou très peu jusqu'à présent. Vous pouvez le trouver en ligne si vous le cherchez sur ce site, sur son site. On peut voir sur la photographie donc, de Pablo Piovana un portrait sur les effets des agrotoxiques qui est plus puissant que tous les articles. Son travail s'insère donc dans le photojournalisme, pas de l'art, mais en utilisant certaines ressources esthétiques. Cela produit un ensemble d'images qui ouvre des questions pour le spectateur sur la valeur même de la langue. Il convient aussi de mentionner que la possibilité de faire circuler cette œuvre dans le cadre artistique international a donné à l'auteur des possibilités qu'il n'avait pas eues dans le monde journalistique argentin pour pouvoir partager son œuvre. Si on passe au point de la formation, j'aimerais bien ajouter aussi que quand on parle d'art, on ne doit pas se limiter à l'aspect symbolique et l'analyse informelle, qui est ce qu'on a tendance à faire le plus dans le champ de l'art, dans le lien entre art et écologie, mais il faut aussi analyser les aspects matériels et comment fonctionne aussi ce lien. Quelle est la différence entre le marché de l'art institutionnel depuis le gouvernement, ou les institutions publiques, et l'art communautaire. Et comment interagissent différentes positions institutionnelles dans les mouvements écologistes aussi. Donc, si on passe au point de la formation des subjectivités politiques, dans le contexte latino-américain, on ne peut pas oublier le projet des colonisateurs. Tout type de transition exige de repenser la nature comme ressource et également le lien, le destin de l'Amérique latine comme continent subordonné. Il s'agit donc de mettre en lien l'art et notre position dans le monde en tant que sujet politique face au développementalisme et à l'extractivisme. J'aimerais vous donner quelques exemples en plus. Une œuvre récente qui interpelle le spectateur, notamment avec l'étudiant Fernando Chandia, qui a effectué une installation dans l'espace public, qui établit des connexions entre le symbolique, l'historique, autour de la supposée conquête du désert, qui a été une campagne militaire qui a occasionné le génocide du peuple mapuche, qui a fait donc le lien entre cet événement historique et l'avancée extractivisme. D'autre part, le collectif, etc., utilise des narratifs qui viennent visibiliser les connexions entre les droits humains et lutte écologique, entre la violence physique et symbolique de la dernière dictature et l'extractivisme actuel. Ils exposent aussi la complicité du secteur culturel ou la possible complicité et les connexions de ce secteur. Je partage mon écran. Et je vous montre donc l'œuvre de Fernando Chandia qui s'appelle « La barbarie contre la civilisation », qui a été assez scandaleuse et que la police a enlevée assez rapidement quand elle est installée. Et il est intervenu à différents espaces dans la ville. C'est un parcours historique, spatial et symbolique sur le thème de l'extractivisme et la conquête du désert. Cette photo, bon, elles ne sont pas très nettes
parce que j'ai dû les extraire d'un article d'une autre chercheuse, de Jennifer Ponce León, qui a été une performance qui s'appelle l'empreinte de l'ingénu. Donc, qui réfléchit sur les mécènes des arts, l'origine de leur fortune, la connexion aussi avec l'exploitation des droits humains, avec la dictature. Et donc, c'est une référence à Ledesma, à ces liens qui inclut avec un artiste donc, qui est en lien avec cette famille de fortunés qui laissait donc sur sa trace des empreintes avec de l'eau et du sucre. Donc ces travaux donc, invitent à repenser l'histoire dans le cadre politique actuel, notre position comme sujet politique en Argentine. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un défenseur des droits humains? Qu'est-ce que ça implique d'être écologiste? De quelle manière abordons-nous ça et comment créons-nous ces connexions? Comment cela affecte notre position aussi? J'aimerais aussi aborder le point de la capacité imaginaire et les aspects symboliques aussi dans cette lutte. Et parlant donc du contexte latino-américain, on parlait aussi du militantisme, mais on ne peut pas le faire sans parler comment les contextes sociaux et politiques ont formé ces luttes. En Argentine, on peut parler notamment de l'autogestion qui s'est consolidée suite à la crise de 2001 et comment ça a formé des esthétiques particulières aussi. Dans beaucoup de cas, on a observé des formes préfiguratives qui changent la forme de se mettre en relation avec l'autre. Et aujourd'hui, l'éthique de l'autogestion est encore en vigueur, qui ne s'oppose plus seulement à l'extractivisme, mais qui cherche à créer des relations justes au dehors de l'extractivisme. Donc enfin, parlons des voix. Quelles voix? Quand on parle d'art et d'écologie politique, donc, on doit considérer également qu'il y a des voix qui se placent dans le débat. Comme se demander si leur contribution vient toujours avec un intermédiaire, notamment les universitaires. Quand on en parle du point de vue universitaire, on se centre en général en Amérique latine du point de vue entre le nord et le sud, dont on a déjà parlé. Mais il est aussi important de parler, bon, on l'a mentionné, mais il est intéressant de parler davantage de la dimension extractive aussi depuis l'université vers des endroits où on génère des connaissances aussi. Ici, donc, nous avons voulu étendre les perspectives et faire converser des gens qui travaillent dans différents endroits, différents milieux, l'activisme urbain et l'activisme environnemental. C'est important car les sciences sociales tendent à considérer ces espaces un peu isolés en termes de production de connaissances. Ça contribue aussi à décoloniser la production de connaissances et aussi à adapter de façon adéquate nos formats de publication pour des gens qui n'y sont pas habitués. Je l'avais mentionné dans un autre événement. Je crois qu'il est important de le mentionner, que c'est un travail aussi d'adapter les contributions qui viennent d'autres disciplines, d'autres langages, au langage académique, au langage universitaire. Entre ce qu'on attend dans le monde universitaire et ce que souhaitent transmettre à leur manière des artistes de différentes disciplines. Prie de m'excuser, je suis en train de lire, c'est pour ça que je ne pouvais pas laisser le PowerPoint. J'avais besoin de mon fichier Word. Alors voilà, le livre, il comprend des contributions
notamment du cinéma documentaire, d'artistes visuels, d'artistes urbains, des formats aussi qui vont de la conversation à l'analyse plus universitaire traditionnelle, des chroniques, des voyages et aussi des enregistrements. Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs textes sont écrits par des artistes visuels. Ils ne sont pas des réflexions de l'artiste sur son œuvre, mais ils font plutôt partie d'un corpus d'œuvres. Certains font partie d'une œuvre d'art en elle-même, mais il faudrait le lire donc en tant que tel. Et ils apportent quelque chose au débat de l'écologie politique depuis cette position, depuis cette posture, sur la production de connaissances qui souvent se base sur la recherche, mais qui est différente de celle qu'on fait dans les sciences sociales. Donc, je pense que je vais terminer sur ce point. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux aussi inviter Gabrielle à parler de ce livre, si elle le souhaite. Le livre est téléchargeable depuis le site du Centre latino-américain des sciences sociales, le CLACSO. Merci beaucoup, Paola. Je ne sais pas si Gabriela veut répondre à l'invitation. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais dire que le grand défi de ce livre, comme le dit Paola, c'est celui de rencontrer d'autres écritures, d'autres formes de connaissances, et comment négocier. Et nous avons été les traductrices. La majorité de ces personnes qui sont artistes, qui ont leur œuvre, mais qui sont en général des artistes activistes, qui sont dans une expérience collective. Des choses très importantes, très impressionnantes, sont les types de façons de faire du documentaire en Amérique latine, qu'on appelle du ciné urgent. Des cinéastes qui se joignent aux luttes, mais ce qui pose ensuite des problèmes pour eux pour produire des connaissances. Et certains cinéastes ont reçu des prix, bien qu'ils n'espéraient pas, car leur travail est surgi de leur participation au conflit. Aussi une conversation entre Gabriela Massou, anthropologue aussi, qui a collaboré avec Valentin Gomez aussi, qui a travaillé à partir de dessins et de produire des connaissances, ce dont on parlait l'autre fois. Il y a des exemples donc, de collaboration entre des activistes indigènes et des anthropologues. Et donc ce livre a beaucoup de ressources, ce sont des textes courts pour la plupart. Merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas te poser la question, Paola. J'ai l'impression qu'il y a deux questions assez différentes. La première est de changer les formats de l'écriture académique en tant que telle. Et l'autre sont des universitaires qui cherchent d'autres langages pour d'autres publics. Et dans ce sens, Elena, elle demande quel a été l'accueil de ce livre en dehors de l'université. Donc je mélange ma question à celle d'Elena. Donc par rapport à l'accueil, pour l'instant c'est un peu tôt pour savoir puisque le livre est sorti il y a très peu de temps. Pour l'instant on n'a même pas pu faire vraiment un lancement à proprement parler. Mais tous ceux qui ont participé sont très contents avec le fait d'avoir participé. Beaucoup n'avaient jamais écrit dans ce format. Jusqu'à présent, la réception était bonne. Et concernant le format, oui, je ne pense pas nécessairement qu'on doive se défaire de ce langage, et plutôt ouvrir les possibilités et notre considération envers eux. Par exemple, ce qu'on attend des élèves quand ils étudient des sciences sociales, c'est qu'ils citent des sources, mais s'ils citent des sources artistiques, il est fort possible que le professeur dise qu'ils doivent citer plutôt des sciences sociales. Et donc on a dans ce sens une idée souvent formée de ce que doivent être les sciences sociales.
Je pense que par exemple, le format de paper a sa valeur aussi. Mais nous devrions aussi nous ouvrir à d'autres manières, à les référencer d'une autre manière. Ça pourrait être très riche aussi pour produire un échange avec d'autres disciplines. Et Denis Chartier, donc, qui est partie du communauté, te demande si tu ne vois pas l'art comme une méthodologie aussi de reconnexion entre humain et non humain. Oui, totalement. Et ce thème des ontologies relationnelles, je crois que là, en sortant du format qu'on a l'habitude de penser et à faire l'expérience de la vie, à travailler, à étudier, nous aide à sortir de cela et à repenser les notions élémentaires. Je pense que je l'ai partagé, mais j'étais assez bref. Oui, mais complètement. Peut-être une dernière question de Jean Foyer. C'était la même question. Sur l'ouverture, le sensitif, le suprasensitif, pour connecter des ontologies non naturalistes, disons. Oui, totalement. Et là, il est aussi intéressant d'approfondir un peu sur le thème de l'esthétique décoloniale, si tout l'art a ses capacités, et quelle forme d'art ont ses capacités aussi, et comment elles se mettent en relation avec le contexte. Selon les contextes aussi, ça pose beaucoup de questions, et donc ce n'est pas toutes les formes d'art qui ont les mêmes effets. Et il y avait une réflexion aussi de Pablo Prado sur le fait que si toi tu trouvais des éléments d'écologie politique dans le film Después de la lluvia, dans le film Después de la lluvia, non, dans le film También la lluvia. Et aussi pour terminer, sur quel type de film tu vois comme ayant le plus de contenu relevant de l'écologie politique. Si on parle de films grand public assez diffusés, à part Walt Disney. Oui, bah, c'est celle dont tout le monde peut entendre parler. La plus connue dans cette discipline-là en rapport avec les médias, c'est Avatar. Et aussi ce film qui avait une base afrofuturiste. Je ne sais pas si c'est Black Panther. Quelqu'un a fait une analyse intéressante sur ce sujet, comme un film afrofuturiste qui parle aussi de l'extractivisme, mais ce n'est pas ma spécialité, donc je ne peux pas vous offrir grand-chose par rapport à ça. D'accord. On doit terminer pour ensuite laisser la place à Diana pour la conférence de clôture. Je propose de faire une petite pause, parce qu'on est là depuis 7 heures. Plus dans le froid de Paris, on n'a pas de chauffage ici. Donc, je vous propose de continuer à pratiquer ensemble. Et nous allons faire une pause et nous reviendrons pour la conférence de clôture de Diana. Voilà, merci beaucoup. Et tous les liens, tes livres, beaucoup de gens certainement vont venir te demander ces liens. Merci.